Alors voici la deuxième partie de l'entretien avec Bruno Catala, chez lui. C'est une interview confidence. Si vous voulez voir la première partie de la vidéo, c'est par là. Et sinon, dans cette deuxième partie, on va parler de ses jeux, de ses moments ludiques importants, des personnes qui comptent pour lui, et également de toutes ses nouveautés 2020. Et il y aura de l'exclusivité aussi. Du coup, la deuxième partie. Bruno, l'homme reconnu, la petite partie que tu vas pas aimer. Quel a été ton meilleur moment ludique? Si tu peux en isoler un. Après, c'est toujours pareil, hein, ça va être... Tu veux dire en tant que joueur? Joueur, créateur, tout dans ce milieu du jeu, qu'est-ce qui a été le moment le plus marquant pour toi? Alors, ça peut peut-être être un moment de joueur. Non, mais là, le moment le plus marquant, c'est clairement quand le rideau tombe à Berlin, et puis que je comprends que c'est King Domino qui gagne le Spiel, parce que bon, c'est, je veux dire, dans notre domaine, même si moi je suis pas du tout en quête de bons points, si tu veux, c'est pas ma quête de gagner des prix, mais par contre, quand un prix arrive, c'est forcément une chance, un honneur, enfin une consécration, si on peut dire, d'une certaine façon. Puis le Spiel, c'est dans notre domaine, c'est l'Oscar, quoi. C'est le truc. Ouais, c'est le prix, la reconnaissance à côté de laquelle tu peux passer toute ta vie, quelle que soit la qualité de ton travail. Il y a plein d'auteurs qui sont simplement géniaux et puis qui l'auront jamais, si tu veux. Donc il faut les circonstances du moment, il faut tout ça. Et puis tu vois, c'est arrivé, moi ça faisait donc il y a 3 ans, donc ça faisait déjà 15 ans que j'étais auteur. C'était enfin oui, j'avais déjà eu avec Chevalier Table Ronde, mais pas dans les mêmes conditions, etc. Et là, c'était un peu le sentiment, c'est maintenant ou jamais, parce que peut-être que et très probablement d'ailleurs, je ne serai plus jamais renommé au Spiel. La probabilité, non mais ça peut arriver, mais non mais bien sûr, mais c'est le plus probable, c'est que ça n'arrive jamais à nouveau, d'accord? Et donc du coup, t'as forcément énormément de stress, et puis t'as 8 semaines entre la nomination et le résultat final. Et c'est 8 semaines où t'as beau vouloir évacuer, tu réussis à évacuer, et puis tous les jours il y a quelqu'un qui te le rappelle en te disant ouais, t'as voir, ça va être toi, enfin voilà, enfin bref. Et puis donc du coup, quand c'est tombé, si tu veux, bah là je suis resté, mais je suis resté en apnée, quoi. Je suis resté en apnée pendant 30 secondes et en pouvant plus bouger, quoi. C'était ouais, même d'en parler encore maintenant, ça, au niveau émotion, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. C'est violent, c'est hyper violent. Alors là, c'était une violence positive, mais je me mets à la place de ceux qui se sont retrouvés dans cette position, puis quand le rideau était tombé, c'était pas eux. Et moi, j'ai un copain dont le talent n'est pas à démontrer, c'est Sébastien Pochon. Lui, il y est monté 4 fois, avec soit directement, soit indirectement, parce qu'il faisait partie de l'équipe de développement, et 4 fois, c'est tombé, puis c'était pas lui, quoi. C'est violent. Ouais. Vraiment, c'est violent. L'effet inverse, c'est ouais, non, mais c'est super, hein, je veux dire, mais il faut comprendre que, ouais, ça, c'est nécessairement le moment le plus marquant pour moi, ça, c'est sûr. Je comprends quand tu dis que c'est violent et que ça te touche vraiment et tu dis tu ouais, moi, parce que moi ça vient me chercher aux tripes en fait. Mais pourquoi? Parce que c'est la reconnaissance encore. C'est une forme de reconnaissance parce que quelque part, si tu veux, pour moi j'ai jamais pensé que je l'aurais un jour, que je le mériterais ou quoi au caisse et quelque part, si tu veux, si on fait une analogie Chevalier de la Table Ronde, c'est le Graal. Et le principe du Graal, c'est que tu passes toute ta vie à pas le trouver, quoi. Et donc là, je me suis retrouvé comme Gauvin face au Graal, quoi. Tu vois, c'est. J'ai lu que tu es contre le fait que créer rende les gens importants. Mais malgré que cela te déplaise, tu es devenu important pour certains joueurs, au point que certains n'osent même pas t'aborder. Que pourrais-tu leur dire, tout simplement? Bah très simplement que quoi que tu fasses, il n'y a rien dans ta vie qui doit te rendre plus important que quelqu'un d'autre, quoi que tu fasses. Moi, j'ai la chance que ce que je fais, c'est-à-dire créer des jeux, soit visible
Alors quand je dis visible, c'est visible dans un microcosme. Hein. Parce que dans la rue, quand je marche à Saint-Pierre-en-Faucigny, il n'y a personne qui se prosterne devant moi, hein, je veux dire, et je le déplore. Non mais voilà. On va modifier tout ça. Non mais voilà, donc, et les gens que j'ai autour de moi, par exemple sur un salon, ou qui n'oseraient pas venir voir moi, ils savent très certainement faire des choses dont je suis totalement incapable. Et donc, pourquoi est-ce qu'il serait moins important? Tu vois? Enfin, franchement, moi, je fais ça pour ces rencontres. Alors, si vous avez envie de venir me dire bonjour sur un salon, mais vous posez pas la question, vous me dérangerez jamais. Quand vous venez avec des boîtes pour les signatures, je sais qu'il y a des gens qui viennent avec une boîte parce qu'ils n'ont pas osé en amener plus, etc. Mais amenez tout ce que vous voulez, ça ne me dérange jamais. Ben ouais. Mais oui. Et donc à un moment donné, on partage la même passion, on fait partie de la même famille. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, vous jouez un jeu à moi, demain, c'est peut-être moi qui jouerai un jeu à vous. Donc voilà, c'est... Partageons. Pour moi, le monde du jeu, c'est un monde de partage. Et voilà, il n'y a pas les auteurs, les joueurs, peu importe, on s'en fout en fait. Quelle a été ta plus belle rencontre professionnelle? Alors, je parle toujours du milieu du jeu. Si tu pouvais en citer une. Alors, ça, ouais, je veux pas fâcher les... Non, mais c'est pas une histoire de fâcher ou pas fâcher, mais il s'avère que là aussi, je suis chanceux parce que des rencontres professionnelles, j'en ai fait plein. Et ces rencontres professionnelles, aujourd'hui, ne sont pas des rencontres professionnelles. Ce sont des rencontres amicales, vraiment, avec des vrais sentiments. Je peux que parler de Bruno Fedouti parce que Bruno Fedouti, je lui dois tant. Parce que en fait, ça a été pour moi un accélérateur de particules, quoi. Il m'a fait rencontrer tout le monde, on se connaissait pas. Il a propulsé mon jeu chez Descartes. Enfin, il m'a fait gagner peut-être 3 ans. J'ai la prétention de penser aujourd'hui que je pense que j'aurais trouvé la porte de l'édition quand même à un moment donné. Mais par contre, il m'a fait gagner 3 ans, au moins. Tu vois, je veux dire, ça, c'est voilà. Donc Bruno Fedouti, c'est quelqu'un qui a été majeur. Mais si je dois isoler une rencontre, j'isolerais Serge Laget. Parce que Serge Laget, Bruno c'est un ami, c'est quelqu'un que j'adore, etc. Serge Laget, c'est le grand frère que j'aurais aimé avoir. Donc moi j'ai une petite sœur, et je suis ravi de ma petite sœur, c'est pas le problème, mais j'aurais aimé avoir un grand frère, ça m'aurait aidé dans la vie d'avoir quelqu'un qui m'ouvre, voilà. Et Serge, quelque part, dans la relation qu'on a, ou du moins la façon dont moi je le vois, c'est cette relation-là, c'est quelqu'un d'important pour moi. On se voit moins ces derniers temps parce que la distance, parce que ci, parce que ça, par contre on communique très très régulièrement, on continue à travailler ensemble sur des projets et tout ça, mais c'est... on a partagé bien plus dans nos discussions que le monde du jeu. Ça va largement au-delà, quoi. Et donc oui, c'est quelqu'un d'important pour moi, et c'est Serge, tu m'écoutes. Voilà. Et je te souhaite une nomination avec Nidavellir. Qui est très bon d'ailleurs. C'est excellent. Du coup, je vais un peu transposer la même chose, si tu en as une. Après, une rencontre qui t'a marqué sans forcément donner de personne ou de nom, tout ça. Quelle a été ta plus belle rencontre avec un joueur ou une joueuse? Alors, sur un festival, ailleurs, je sais pas. Alors, les joueuses, on n'a pas le droit d'en parler. Bon, on évite. Une qui t'a marqué Là aussi, c'est pareil, il y en a plein. Il y en a plein, mais tout à l'heure, je sais pas si on peut montrer ça au frigo, quoi. Mais sur mon frigo, j'ai une carte de vœux. Ouais. Celle-ci. Ouais. Voilà. On va profiter d'être chez toi, quand même. Bien sûr. À Noël, avant Noël, j'ai reçu ça. C'est une carte de bon Noël et bonne année avec un petit mot que je ne lirai pas, mais derrière, qui est hyper touchant. C'est une joueuse que je ne peux pas dire que je la connais, c'est pas vrai, parce que je l'ai croisée 2 fois à Cannes. Pardon. Et quand je dis croisée, ça a été vraiment juste le temps de faire une photo. Et cette personne, cette joueuse, donc, les 2 fois, est venue à Cannes en cosplay, avec un cosplay fait spécifiquement par rapport à un de mes jeux. La première fois, non mais attends, la première fois c'était fou, parce que c'était la sortie d'Imaginarium. On avait qu'une 50aine de boîtes, donc pour Cannes. Le jeu n'était pas sorti, et elle s'est pris de passion
Elle connaissait pas le jeu, hein. Mais pour les graphismes, etc., elle a isolé un personnage du jeu qui lui a plu et elle s'est habillée comme ce personnage. Mais au point où physiquement, elle lui ressemblait, que c'était incroyable, quoi. Quand on connaît les personnages d'Imaginarium, ils sont vraiment particuliers. Ah oui, oui, non, mais c'était impressionnant. Et donc, du coup, bah, on a juste fait une photo, puis voilà. Et puis, voilà. Et donc, bah, voilà, ça fait partie de ce que j'appelle, moi, des belles rencontres. Quand des gens, bah, voilà, on a cette communication, et puis, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais ouais. Très chouette, ouais. C'est très, très joli ce qui a été fait. Du coup, on va basculer sur une troisième partie où on va parler de tes jeux, un peu plus en détail. Il y en a. 125. Jeux et extensions, c'est quand même assez important. Moi, je pense que c'est parmi les plus prolifiques du milieu. Il y en a qui ont fait plus, mais ouais, Bruno doit en avoir fait au moins autant, mais je pense même plus, sans doute. Ouais. Bruno Fedouti. Et puis après, c'est pas un concours à celui qui en fait le plus, hein, parce que la qualité, voilà. Je me doute bien. Je préfère être reconnu pour la qualité de mes jeux que pour leur quantité. C'est ça. Donc on va parler plutôt de la qualité. J'ai vu récemment dans une tribune que tu as faite que tu as annoncé que tu avais enfin un jeu préféré parmi tes créations. Tout à fait. Peux-tu nous en dire un peu plus sur Insert ? Insert. Et fais-tu un parallèle avec le jeu Giges de Claude Leroy ? Alors, Insert, déjà, c'est un jeu abstrait pour 2 joueurs. Donc, c'est un exercice sur lequel je me suis peu, affronté pour l'instant. Enfin, j'y suis peu allé. J'ai un autre exemple, c'est Cabon, qui date un peu, qui va ressortir d'ailleurs cette année. Et pour moi, le jeu abstrait, c'est la quintessence du jeu de société. C'est-à-dire que ça doit te capter, ça doit être des règles qui s'apprennent comme ça en moins d'1 minute, en moins de 2 minutes. Ça doit avoir une profondeur et une rejouabilité infinie. Et il n'y a aucun artifice. Tu peux pas masquer les faiblesses du jeu par une thématique, par la beauté des composants, etc. Donc du coup, c'est là aussi une sorte de Graal, si tu veux. C'est quelque chose qui m'a fait fantasmer depuis longtemps, en tant que, avant même d'être auteur, c'était quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Moi, je viens de là. Je suis un joueur d'échecs, je suis un joueur de Go, je suis un joueur d'Othello, je suis un joueur de Pente, pour ceux qui se rappellent de ce jeu-là, qui a maintenant 25 ans, etc., etc. Donc j'aime ça. Et je suis un joueur de Giges. Giges, c'est un jeu qui m'a marqué dans les années 80, et parce que il avait déjà un concept assez unique, c'est que souvent, dans les jeux abstraits, c'est les blancs contre les noirs. Là, toutes les pièces étaient noires. Ah ouais. Et en fait, à ton tour, il y avait une contrainte qui disait que tu ne pouvais jouer que celle qui était sur la rangée la plus proche de toi. Et du coup, en fin de compte, j'ai découvert là le jeu à contrainte. Il y a un matériel disponible, on peut faire plein de choses, mais je ne peux faire qu'une partie de ces choses-là parce que... Et du coup, ça a marqué mon esprit. Et Insert est un jeu abstrait pour 2 joueurs à contrainte. Puisque chacun de mes coups va conditionner l'accès aux cases pour le joueur suivant, etc. Qui lui-même va conditionner l'accès pour le joueur suivant, etc., etc. Et donc, du coup, c'est dans ce sens-là qu'il se rapproche de Giges. Pour autant, je ne les comparerai pas, parce que pour moi, Giges est un monument. Et autant Insert, dans l'ensemble de ma création, est clairement mon jeu préféré. J'en ai fait, en moins d'1 an, j'en ai fait 280 parties. C'est pas pour des raisons d'équilibrage, ça fait fort longtemps que le jeu est équilibré. C'est simplement parce que je suis addict à ce jeu-là. Vraiment, voilà, j'adore ça. Alors je confirme ce que tu dis, parce que pour y avoir joué les dernières, je confirme que c'est un jeu hors norme, et pourtant je suis vraiment pas un fan des jeux abstraits, et c'est vraiment hallucinant. C'est un jeu, moi c'est un jeu... Suivez, vous verrez. Pour moi c'est un jeu fascinant, c'est-à-dire qu'en fait, moi que j'y joue aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai oublié que j'en suis l'auteur. J'y joue parce que j'y joue, en tant que joueur. Et c'est un jeu qui me fascine, parce qu'à chaque fois, il se passe dans ma tête, hein. Après ça peut être que moi, mais il se passe dans ma tête des trucs incroyables, en fait, où je me dis « Oh !» Il y a une sorte de beauté mathématique du truc, enfin d'élégance, on va dire,
voilà, que c'est un petit miracle que ça soit se passé comme ça, et je me suis réveillé avec un matin, et je l'ai fait dans la foulée, et à midi ça marchait, et voilà, mais donc du coup, ça c'est un petit miracle, ouais. Tu vas écœurer beaucoup d'auteurs. Non, parce que c'est pas vrai, parce que il faut pas voir que cette partie-là. Oui. Si ça s'est passé à ce moment-là, et puis que ça a été aussi bref, et aussi puissant, et bon tout de suite, entre guillemets, c'est parce qu'il y a 15 ans derrière. C'est pas, et en fin de compte, cette fulgurance-là, elle n'est pas arrivée comme ça. Il y a toute la partie cachée, en fin de compte, dont je n'ai même pas conscience, qui fait que ton cerveau régurgite ça à un moment donné, parce qu'il s'est nourri pendant 18 ans de trucs. Donc c'est pas une question d'être écœuré, c'est que il faut avoir fait mon parcours pendant 18 ans pour qu'à un moment donné, ça ait une chance de se produire. Donc c'est pas simplement ce moment-là. Alors, on va parler d'un autre jeu qui tient à cœur. Ouais. Tu as expliqué lors de plusieurs entretiens que Five Tribes était un jeu particulier pour toi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Si tu peux. Hein. Bah, il y a deux éléments en fait. Five Tribes, c'est un jeu que j'ai vomi. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que vivre de sa création en tant qu'auteur, c'est excessivement compliqué, si ce n'est impossible. Et pour le coup, je trouve pas que ce soit anormal. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est pas parce que tu crées des jeux que tu dois avoir un salaire qui te permette de vivre. C'est pas du tout mon credo. Pour moi, être auteur, c'est un parcours. Et puis, si jamais tes jeux se vendent, de toute façon, tu gagnes bien ta vie, et dans ce cas-là, tant mieux. Puis, s'ils se vendent pas, écoute, c'est comme un auteur littéraire ou quoi aux caisses. Je vois pas pourquoi il y aura un salaire minimum, parce que d'un seul coup, tu as décidé que tu allais créer des jeux. Si ça se vend, tu gagnes ta vie. Si ça se vend pas, tu gagnes pas ta vie. Et tu fais autre chose. Et donc, ça a été mon parcours pendant longtemps. Moi, pendant plus de 10 ans, chaque mois, j'étais à la limite de pas payer mon loyer, etc. Donc en fait, en parallèle de mon activité d'auteur de jeu, ce qui est ma voix, ce qui est ma personnalité, j'ai fait d'autres activités rémunératrices qui me permettaient de payer la chambre de mon fils, de ma fille, leurs études, mon loyer, etc. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été développeur chez des éditeurs, et en particulier chez Hurricane, à raison de 2 jours par semaine, mais j'étais aussi vendeur en magasin 1 jour par semaine, enfin, etc., etc. Pendant ce temps-là, j'ai développé les jeux des autres. Et quand tu es en train de travailler sur un projet un peu dense, un peu puissant, ça mobilisait mon énergie créatrice et ça mobilisait ma tête au profit de jeux d'autres auteurs. Je l'ai fait avec plaisir, j'ai aimé faire ça. Et pendant ce temps-là, moi, pour moi-même, je n'avais le temps de développer que des petits jeux. Petit n'étant pas péjoratif, mais c'est le moment où je fais button-up, c'est le moment où je fais tout un tas de petites boîtes, etc. Parce que ces jeux-là, je les fais en récréation vite fait, pendant que je suis en train de travailler lourdement sur des gros projets d'autres. Et à un moment donné, j'ai fait ça pendant 2 ans, et à un moment donné, ça m'a frustré. Et ma frustration, elle est montée, parce que en fait, je passais mon temps et mon énergie sur des gros projets d'autres auteurs, et moi, j'avais pas le temps pour moi-même de faire la même chose. Et à un moment donné, j'arrive avec une petite mécanique que je teste comme ça un soir, un vendredi soir à Annecy, et putain, je me dis, c'est cool, quoi. Et puis je rentre chez moi, et puis je me dis, putain, j'ai encore un petit jeu. Ah ouais. Ouais, parce que il y avait l'élément pour un petit jeu, quoi. Et puis j'aurais pu rester là. Et ça m'a tellement frustré, je me suis dit non, mais avec cette mécanique, je peux faire autre chose, sûrement. Et je me suis dit, j'en ai marre. Et là, j'ai envoyé tout péter. J'ai arrêté mes activités de développement. Et en l'espace de 2 semaines, j'ai fait Five Tribes sur la base de cette mécanique. Et puis, la première semaine, c'était déjà jouable et c'était bien, mais c'était pas équilibré. Puis la deuxième semaine, c'était quasiment finalisé à des détails près. Et après, j'ai continué le travail de développement pour pour que tout soit parfaitement équilibré mathématiquement, etc. Et donc, du coup, c'est dans ce sens-là que je dis, je l'ai vomi parce que j'ai de la frustration qui est montée pendant 2 ans, et puis, quand j'ai décidé, c'est maintenant, voilà, j'ai tout mis sur la table d'un coup, si tu veux, d'une certaine façon, et c'est venu comme ça. Donc ça, c'est un élément qui rend ce jeu différent des autres que j'ai pu faire. Et l'autre élément, c'est le rapport à mon fils, puisque je suis un papa divorcé, comme beaucoup, j'ai eu des difficultés de communication à l'adolescence avec Maël, de ma faute, je veux dire, aussi. Et puis pendant 2 ans, il ne m'a pas parlé.
Pendant presque 2 ans, il ne m'a pas adressé la parole, ni de près, ni de loin, ni par téléphone, ni par mail, ni par rien du tout. Et pendant presque 2 ans, j'ai essayé de revenir encore et encore. Et en fait, bon voilà, c'est commun à beaucoup de personnes, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais ça a été une période difficile pour moi, et très certainement encore plus difficile pour lui, je veux dire. Et le petit miracle, c'est que quelque part, on s'est réconcilié, on s'est retrouvé, enfin réconcilié, c'est même pas le mot, mais on s'est retrouvé au moment des tout premiers tests de Five Tribes. Et c'est là où il est devenu mon premier testeur, où il est devenu quelqu'un, en plus il est bon. Le petit con. Il est bon, il a des idées, il va vite, voilà, donc du coup, il s'est impliqué avec moi dans l'ajustement, enfin voilà, et il est devenu, on s'est retrouvés avant tout. Et puis voilà, donc c'est aussi une histoire, donc du coup, forcément, quand j'ai gagné une As d'or après, expert avec ce jeu-là, là aussi j'ai une émotion particulière, parce que c'est pas que ce jeu-là, c'est la relation à Maël, quoi, donc voilà. Oui, c'est une histoire de vie. Ouais, exactement, ouais. D'accord, je comprends pourquoi il touche autant, et parmi tous ces jeux-là. Et c'est aujourd'hui un jeu, parmi les jeux que j'ai fait, ça fait partie des jeux dont je ne me lasse pas. C'est-à-dire que tu me proposes une partie maintenant, c'est avec plaisir, parce que ce jeu-là, je ne m'en lasse pas. Du coup, on va parler un peu de ton actualité 2020. Parce que je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Alors tu vas essayer de faire ça. Non, je rigole. Ouais. Je sais que ça pouvait prendre du temps, donc ça peut être une partie à part, mais je pense on va faire succinct. Ouais. S'ils veulent vraiment savoir toute ton actualité, ils iront sur ton site et ils auront tout ce qui va bien. Mais bien sûr. Alors 2020, je vais essayer de rien oublier. Enfin si, je vais en oublier plein de toute façon. Mais j'ai la réédition de Camon. Donc je sais pas quand ça arrive, parce que bon voilà, c'est un nouvel éditeur, c'est pas simple, etc. Mais le jeu est en cours de production, j'ai pas de contrat par exemple, donc voilà, bon bref, peu importe. Non mais j'ai confiance, c'est pas le problème, mais voilà, c'est un peu folklorique. Mais voilà, sinon de façon plus sérieuse, j'ai un tout premier jeu qui sort la semaine prochaine. Non, même pas la semaine prochaine, qui sort vendredi. 24 janvier, je ne sais pas quand cette interview sera diffusée, mais ça sera le 24 janvier en tout cas 2020, et c'est Gold River avec Bruno Feduti chez Lumberjack. C'est la réédition de La Fièvre de l'Or dans une version modifiée, améliorée, condensée, enfin voilà, bref, magnifiquement illustrée. Très chouette travail d'édition, je suis très content du travail qui a été fait par Lumberjack sur ce sujet, vraiment. Je sais pas ce que donnera le jeu, mais en termes de reconnaissance publique, mais par contre, en tout cas, l'éditeur, je suis super ravi. Sinon, j'ai aussi une relation maintenant d'amitié et professionnelle forte avec Flying Games. Oui. Et donc, avec qui j'ai déjà fait 2 jeux, Jurassic Snack et Steam. Et donc, mon tout nouveau sort à Essen. Il va s'appeler Mosquito Show, dans lequel chaque joueur est à la tête d'un caméléon et d'un toucan qui vont s'affronter pour bouffer les meilleurs moustiques. Petit jeu à 2, tactique, mignon, méchant. Mignon, méchant. C'est super mignon, mais c'est un jeu sur lequel soit tu collectionnes les moustiques d'or, donc il faut en avoir 9 avant l'autre, soit tu essayes de bloquer ton adversaire. Donc ça peut être un putain de jeu de blocage qui est bien... Moi, je suis super client. Jurassic Snack 2 aussi, chez eux, toujours pareil. Alors Jurassic Snack 2, c'est un deuxième jeu à 2 joueurs avec les mêmes règles globales que Jurassic Snack, enfin macro-règles, mais avec les spécificités que les Diplodocus sont devenus des Triceratops qui peuvent donc foncer dans les autres pour les expulser, avec les 2 T-Rex qui sont devenus un seul Vélociraptor, mais par contre le Raptor, lui il peut se déplacer en diagonale, donc attention, il peut bouffer, ouais. Donc c'est, voilà. Et cerise sur le gâteau, donc tu peux jouer soit à l'un, soit à l'autre, selon tes envies. Si t'en veux un, t'achètes l'un ou l'autre selon ce que tu préfères visuellement. Le 2 serait plus pour ceux qui ont déjà la première boîte de jeu. Non, si tu n'as aucun des deux, tu peux choisir l'un ou l'autre selon tes préférences. C'est difficulté équivalence, c'est globalement la même expérience de jeu. Mais par contre, si tu as aimé l'un, tu peux acheter l'autre, parce que dans ce cas-là, tu mélanges les 2 boîtes et tu peux jouer jusqu'à 4. En équipe. Sympa. Donc ça c'est cool. Chez Flying Games toujours, mais en fin d'année je devrais avoir un coopératif. Un coopératif, j'y fais quand même de temps en temps. Qui s'appelle actuellement Run. C'est des histoires de tombes égyptiennes. Dans lequel au moment où tu trouves le trésor du pharaon, etc., tout s'effondre autour de toi et puis il va falloir réussir à trouver une sortie avant que les momies te rattrapent et te bouffent.
Donc voilà, donc run. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'espère normalement Insert cette année chez Hurricane, mais voilà, on sait pas trop. Il y a une version Mr. Jack à Venise qui est en cours. Alors Mr. Jack à Venise, en fait, c'est le Mr. Jack Pocket, plus les personnages qui avaient été rajoutés dans l'application. D'accord. Pour faire une plus grosse boîte, etc. Et surtout pour que ça soit très clair, Mr. Jack Londres, c'est le Mr. Jack de base. Mr. Jack New York, c'est le Mr. Jack Expert. Et Mr. Jack Venise, c'est la version Pocket. Pourquoi? Parce que le Pocket pose des problèmes dans sa dénomination, parce que les gens pensent que c'est le même jeu que le premier, mais en réduction, au niveau des boutiques et tout ça. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une volonté de clarification, rationalisation, et donc du coup d'avoir un truc un peu rafraîchi. Donc là, il n'y a pas de grande nouveauté, mais c'est une évolution. Il y a... Qu'est-ce que j'ai d'autre cette année? Il y en a tellement. Premier de cordée. Premier de cordée. Tiens. Voilà, premier de cordée. J'y dis rien de plus parce que je peux rien dire de plus. D'accord. C'est un projet. C'est un projet qui me plaît bien. Ça sera un petit, gros jeu. Tu peux dire ça ou pas? Ça sera... Ouais, intermédiaire, je pense. Non, c'est pas une grosse boîte, c'est dynamique rapide, mais avec des éléments je pense qu'on n'a pas trop vu pour l'instant. Donc, ouais. Intéressant. Ouais, je m'arrête là. Ouais. Après, j'en ai oublié. Il faut aller voir mon article sur Trick Track. Oui, j'en parle. Ouais, j'en parle. À la fin, je décris un peu dans le détail tout ce qui va arriver. Ça marche. Je parle pas de la. Enfin bref. Tu parles pas de quoi? Vas-y. La problématique sur l'excellent réédition. Ah, mais si. Ah oui, mais oui. Non, mais oui, alors ça, on peut en parler 2 minutes, mais effectivement, avec Serge Laget, on a fait un nouveau jeu coopératif visant à remplacer les Chevaliers de la Table Ronde. Le Chevalier de la Table Ronde qui n'est plus imprimé maintenant depuis 1 an et quelques, 1 an et demi, qui donc n'est plus disponible nulle part. Et notre objectif avec ce jeu qui s'appelle Shadows over Brooklyn ou Shadows over London, ça dépend comment on veut où est-ce qu'on veut le situer, qui est infiniment supérieur au premier, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'a pas réussi à séduire notre éditeur sur le projet. Et donc là, pour l'instant, le jeu, on est en attente de savoir s'il réimprime le premier ou si... Et ce qui nous interdit de sortir le deuxième, ou s'il réimprime le premier et qu'on est autorisé à faire le deuxième chez un autre éditeur, parce que le jeu est quand même fort différent. Donc au premier degré, de toute façon, on pourrait y aller, mais par contre, on n'ira pas si on n'a pas la ramon sur le sujet, même si on n'aurait pas réellement besoin de leur accord. L'idée, c'est pas de se fâcher du tout, et c'est d'être en total respect. Et très honnêtement, moi aujourd'hui, ce que je préférerais, c'est qu'on nous rende nos droits, et puis qu'on puisse aller faire ce jeu-là où on a envie de le faire, enfin du moins, où on trouvera un éditeur qui, lui, est séduit et a envie de le faire. Mais là, c'est Days of Wonder qui a les droits, et pour l'instant, on est en attente de leur décision, en espérant que tout ça se résolve vite maintenant. Ça marche. Parce que c'est un projet qui me tient à cœur, Très bon jeu. et qui existera d'un jour.